Il est 21 heures à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Notre-Dame. Cet homme, dont nous allons respecter l'anonymat, est dans le coma depuis 2 jours suite à un grave accident d'automobile. Son état est critique. Les médecins ont peu d'espoir de le voir passer la nuit. Il a 30 ans et en dehors de son cerveau, aucun organe n'a été affecté par l'accident. Il s'agirait donc du donneur d'organes idéal, mais voilà, il ne porte sur lui aucune carte de donneur. Philippe Pelletier a 4 ans, mais il ne pèse que 12 kilos. Depuis sa naissance, il souffre du syndrome d'Alagille, une maladie du foie qui l'empêche d'assimiler les graisses et les vitamines. Non seulement sa croissance est compromise, mais à plus ou moins long terme, Philippe est condamné. Depuis janvier, il attend un donneur pour une greffe du foie. Quand ils te mettent sur la liste des transplantations, tu peux considérer que ton cas est urgent. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, urgent, là? C'est s'il n'y en a pas, définitivement, il va mourir. Quand ils ne savent pas, quelle vitesse la maladie progresse, ça, ils ne peuvent pas le dire, mais il va mourir s'il n'y a pas d'un foie. Philippe ne pourra profiter d'une greffe du foie que si un donneur de son vivant ou sa famille après sa mort consent au don d'organes. Seulement 30 % des Québécois ont signé une carte de donneur. Pourquoi? Je peux pas m'imaginer. J'ai peur, je pense que j'ai peur. Je peux pas imaginer qu'on m'enlève quelque chose. Ça m'effraie, ça va un petit peu. C'est un peu une question d'esthétique, je sais pas. J'y ai souvent pensé, mais j'ai pas été assez sage de le faire encore. Pourquoi? Je pense que c'est une chose qu'on remet, hein. Mes parents m'en ont jamais parlé, puis j'ai jamais eu personne dans la famille qui avait eu vraiment besoin, alors on porte pas attention à ça. Moi, je n'aurais pas besoin de mes organes plus tard, mais que je meurs, puis le monde qui en a besoin, ils peuvent les prendre. De toute façon, une fois qu'on est enterré, je pense que ça pourrisse là avec les vers. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Ce que j'ai peur, justement, que ma mort n'est pas définitive, puis qu'il provoque ça, justement, parce que j'ai marqué sur papier que je donne mes organes, qu'il y en ait un qui attend, là, puis qu'il veut les avoir, les organes. 10h24 aux soins intensifs. Le médecin de garde constate le décès du patient, mais il le maintient sous respirateur. Le cœur doit continuer de battre pour assurer la viabilité des organes. 2 neurologues doivent confirmer la mort cérébrale avant le prélèvement. Rassurez-vous, ils sont indépendants de l'équipe de transplantation et n'y détiennent aucun intérêt. La neurologue Hélène Masson examine l'électroencéphalogramme et confirme le décès du donneur potentiel. Le rôle du neurologue, c'est de venir s'assurer que le patient est en mort cérébrale clinique. Nous avons des critères bien précis pour évaluer cette mort cérébrale clinique. Par la suite, on fait un électroencéphalogramme et un tracé plat sans activité électrique vient confirmer qu'il y a absence d'activité cérébrale électrique. Les risques d'erreur sont pratiquement inexistants. 11h05, le médecin soignant avertit les proches. Il a la tâche délicate de solliciter le don d'organes auprès d'une famille bouleversée. Mais c'est toujours la famille qui a le dernier mot. Carmen a vécu cette expérience en juin dernier. Sa fille de 17 ans, Sonia, est décédée subitement d'une thrombose. Le médecin nous a demandé dans une pièce. Nous, on s'est rendus là. Et puis là, il nous a dit très délicatement que c'était difficile, qu'il y avait quelque chose à nous dire, que c'était difficile pour lui parce que lui-même avait une enfant de l'âge de Sonia. Et puis là, j'ai dit, bon, là, c'est pas nécessaire que vous mettiez vos gants blancs. Vous voulez me dire que cliniquement, elle est décédée. Il dit oui. Ensuite, il a dit, et il y a le don des organes. Ma réponse a été, oui, prenez tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin. Pour Carmen, l'idée que les organes de Sonia pouvaient rendre la vie à quelqu'un a été d'un grand réconfort. Quand on perd une enfant, c'est très, très difficile. Puis, on s'accroche après n'importe quoi. Puis là, je me suis accrochée à me dire, elle a fait du bien. Les personnes vivent encore. Ça, là, ça a été très, très grand pour moi. 11h30 à l'hôpital Notre-Dame. La famille a consenti au don d'organes. On commence immédiatement le prélèvement d'échantillons de sang et de tissu pour fin d'analyse.
Au même moment, on appelle Métro Transplantation, l'organisme chargé de coordonner les transplantations à l'échelle de la province. Madame Susan Burks, directrice à la coordination et de garde aujourd'hui. Elle se rend à l'hôpital pour mettre en branle le processus. À son arrivée, elle analyse minutieusement l'histoire médicale du donneur et inscrit les informations pertinentes dans son dossier. De prime abord, tous les organes du donneur semblent utilisables. Oui, Francine? C'est Colette Burks de Métro Transplantation. On achemine maintenant des prélèvements sanguins d'un donneur de groupe O. Est-ce que tu pourrais effectuer les analyses au niveau de tous les organes puisqu'il est donneur multi-organes? Alors, les prélèvements proviennent de l'hôpital Notre-Dame et puis doivent être faits de toute urgence parce que le donneur est un petit peu instable. Merci. Au revoir. Madame Burks, à quoi servent les analyses que vous avez commandées maintenant? Alors, le bilan clinique du donneur nous permet de vérifier la viabilité de chacun des organes qu'on envisage utiliser au niveau de la transplantation. Ensuite, le laboratoire de virologie effectue les tests nécessaires pour être certain que le donneur n'est pas porteur de maladies transmissibles. Et enfin, en dernier lieu, les analyses immunologiques nous permettent de vérifier si les patients sont compatibles avec le receveur et de choisir les patients qui ont la meilleure chance de succès à la transplantation. 13 heures. Le donneur est toujours sous respirateur. Il faut faire vite car les organes d'un cadavre peuvent s'infecter très rapidement. Les prélèvements de sang et de tissus arrivent au laboratoire. Certaines analyses sont faites à l'hôpital même, d'autres à l'Institut Armand Frappier, qui garde en sa possession des échantillons de tissus de tous les receveurs en attente dans la province. Francine, la technicienne de laboratoire, nous informe des délais nécessaires avant d'avoir les résultats. Quand les prélèvements, mettons, partent d'ici puis s'en vont à l'Institut Armand Frappier, bon, il y a au moins 3/4 d'heure de transport. Ils ne peuvent sûrement pas sortir de résultats avant 5 heures. Sûrement pas avant ça, là, avant que la lecture soit faite. Pendant ce temps, le docteur Doyle, chirurgien cardiaque, a été informé de la présence d'un donneur. Il discute avec Mme Burks du degré de priorité d'un de ses patients en attente de greffe. Un autre patient est considéré comme urgent à l'Institut de cardiologie. Qui aura la priorité? Alors, je pense que lui, là, il est certainement prêt. Vous me disiez, le groupe, c'est un O? C'est un groupe O. Alors, c'est un donneur universel. Alors, on pourrait certainement transplanter cet individu-là. Parce que, vous voyez, l'Institut, en ce moment, a cette priorité-là. Ouais. Mais si ils ont un autre ou 2 autres patients aussi, si leur cross-match était positif, mais il faudrait peut-être... Les chances sont que le cœur soit transplanté à l'Institut. Sinon, on a certainement qu'on pourra l'utiliser. Il ne faut pas perdre cet organe-là. Alors, nous, on a le donneur dans un centre en particulier, mais les organes de ce donneur sont attribués aux équipes qui ont le patient soit le plus urgent ou le plus compatible sur la liste. Alors, le fait que le donneur soit ici, à Notre-Dame, ne veut pas dire que Notre-Dame a le droit de garder certains organes. 14 heures au bureau de Métro Transplantation. Mme Burks consulte la liste des receveurs en attente dans toute la province. OK. Alors, est-ce qu'il y avait des ajouts très urgents là-dessus? Oui, très urgents, c'est tout mentionné. D'accord, merci. La liste est constamment remise à jour pour tenir compte des nouveaux cas et des urgences. Pour chaque organe, les spécialistes ont établi un protocole de sélection. Afin de garder l'intégrité du système d'attribution des organes, ils nous ont remis des protocoles qui ont été faits par les groupes de spécialistes. Et ceci pour protéger, si vous voulez, la distribution juste des organes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de préférence face à un patient ou à un autre. Nous, on n'est jamais en contact avec les patients. Donc, offrir un organe à une équipe ou à une autre, on ne fait que suivre les normes du protocole. Mario Fournier de Granby a 48 ans. En juillet dernier, il fait 2 infarctus en 4 jours. Transféré d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal,
son cas est considéré comme désespéré. Le 28, dans l'après-midi, vers 2h15, 2h30, quand ils m'ont mis en priorité pour un don d'organes, qui m'avaient demandé au préalable si j'acceptais, que j'avais dit oui. Et puis, ils m'ont dit, il y a 5,6 % de la population dans votre cas, parce que vous êtes B négatif, qui sont possibles de pouvoir vous donner un cœur. Le cas de Mario Fournier est classé prioritaire. Francine Janotte de Boucherville souffre de kératocone. Il y a 3 ans, son œil gauche est perforé à cause de la maladie. Elle a subi avec succès une première greffe de cornée. Aujourd'hui, son œil droit est menacé. Depuis 1 an et demi, elle est à nouveau sur une liste d'attente. Au début, c'était pas urgent. Là, je fonctionnais avec l'autre œil. Je n'étais pas quand même invalide complètement. Là. Je travaillais à ce moment-là. Mais les derniers temps, là, c'est ça. Depuis 3 mois, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus fonctionner. C'était vraiment l'espoir là, qui me restait. Le cas de Francine Janotte est lui aussi classé prioritaire. Lucie Bissonnette souffre d'insuffisance rénale. Depuis mai 88, elle va en dialyse. Elle vit au ralenti depuis que ses reins ont cessé de fonctionner. Je travaillais les avant-midi. Puis l'après-midi, mettons, j'allais à mes traitements ou sinon, je m'en venais ici, puis là, je dormais tout le temps. Ça, c'est officiel. Je dormais toute l'après-midi. Là, je me levais pour souper. Puis des fois, après souper, j'allais m'étendre. Des fois, j'allais prendre une petite marche au bord de la rivière. Puis là, je me couchais de bonne heure. Mais j'étais tout le temps couchée. Un autre dossier classé prioritaire. La mère du jeune Philippe Pelletier transporte en permanence un téléchasseur. D'une journée à l'autre, l'hôpital peut appeler pour une greffe. On vit au jour le jour, c'est vraiment le mot. On ne sait jamais quand est-ce que lui va se mettre à mal aller, tout ça. Disons qu'il demande beaucoup de soins, beaucoup de médicaments. Puis c'est beaucoup d'angoisse aussi. Parce qu'on se couche le soir et on se dit, bien demain, qu'est-ce qui va arriver là? Le cas du jeune Philippe est malheureusement lui aussi classé prioritaire. 17 heures à métro-transplantation, les analyses de compatibilité sont complétées. Bonjour, le docteur Carrier, s'il vous plaît. Docteur Carrier, c'est Mme Burks ici. C'est pour vous confirmer que le test de compatibilité croisée avec votre patient est négatif. Donc, Dans le jargon médical, négatif signifie que les cellules donneurs-receveurs n'ont pas présenté de rejet. La greffe peut donc avoir lieu. Francine, Lucie, Mario et Philippe ont ainsi été appelés. Francine, il dit c'est l'hôpital, ils ont un greffon pour toi. Je veux dire, j'ai dit ça, c'est pas vrai. Fait que sur le moment, je veux dire, moi qui m'avais dit, je vais crier de joie, là, mais qui m'appelle, là j'étais toute en peine. Même, je suis sortie à l'extérieur, je suis allée chercher les fraises, puis là, j'ai fondu en larmes. J'étais assez excitée que je suis sortie de la maison, puis je sautais, puis je dansais, puis je chantais, puis ah ouais. Mes parents, eux autres, étaient nerveux, par exemple. Pour Mario, tout s'est passé très vite. Il était déjà hospitalisé. Quant à Philippe, il n'a pas eu de chance. Les médecins ont refusé de le greffer à cause de son rhume. Pendant que les receveurs se préparent à la greffe, Mme Burks coordonne le processus de prélèvement. Donc, la salle d'op est cédulée pour 7h30 ce soir. Est-ce que vous désirez que je vous envoie l'ambulance pour 7h15 environ? 7h30 aussi. Bon, mais d'accord. Alors, le prélèvement a lieu à l'hôpital Notre-Dame. Merci, docteur. 20 heures à l'hôpital Notre-Dame. On amène le donneur à la salle d'opération. Outre le foie, le cœur, les 2 reins et les 2 cornets, on prélèvera de la moelle osseuse. Un donneur peut donc combler jusqu'à 9 receveurs. Notons en passant que le corps du donneur est traité avec autant de respect que celui d'un être vivant, comme nous l'explique le docteur Doyle. Alors, une fois que les organes sont prélevés, que ce soit le foie, le pancréas, le cœur, nous refermons le donneur de façon usuelle. Alors, il n'y a pas de déformation du corps comme tel. Rien n'y paraît parce que ce sont les organes internes qui sont prélevés. Alors, de l'extérieur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification de l'organisme comme tel. 28 juillet 89, 23 heures, Mario Fournier reçoit un nouveau cœur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Juste avant l'anesthésie, il réalise la gravité de l'opération. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, j'ai de quoi que je veux te dire avant de rentrer à la salle d'opération. J'ai dit, ça fait 26 ans, j'ai dit qu'on est mariés. Puis je veux te dire que j'ai été heureux pendant 26 ans. Puis que malgré toutes les petites affaires qui peuvent arriver dans un ménage pendant 26 ans de temps, j'ai rien à te reprocher. Puis j'ai dit une chose, que tu m'as toujours demandé si je voulais être incinéré ou exposé.
Je voulais être exposé, j'ai dit, je ne veux pas être exposé, juste incinérer, ça va être tout. Toute transplantation comporte évidemment une part de risque. Mais depuis la première opération de ce genre, les médecins ont acquis une expertise qui a fait grimper les taux de réussite. Mario a environ 85% de chances de vivre dans 1 an et 70 dans 5 ans, alors qu'on le donnait pour mort il y a 2 jours. Les chiffres sont semblables pour Lucie, après sa greffe de rein. 1 mois après l'opération, Lucie a encore peine à croire que les privations dues à l'insuffisance rénale sont choses du passé. Ça fait drôle qu'on arrive à la table, puis on peut même plus mesurer nos quantités, des grosses assiettes qu'on peut manger. Là, en tout cas, ça me dépasse. J'en reviens pas de la sauce. En tout cas, n'importe quoi, des tranches de pain avec du beurre, mon bon verre de lait, qu'avant, je prenais un petit 14 de lait. Puis là, je prends un gros verre de lait. Nous avons rencontré Mario chez lui, à Granby, 1 mois après sa greffe. 40 minutes par jour, il s'entraîne sur sa bicyclette stationnaire pour faire travailler son nouveau cœur de 30 ans. Il s'étonne d'être encore en vie parmi les siens. On s'émerveille facilement, dans mon cas du moins. Quand je suis revenu ici, moi, là j'ai trouvé ma place là, extraordinaire. J'ai une belle place, là, j'en suis fier, mais elle est encore 10 fois plus belle que je pensais. J'étais le plus vieux avant là, dans le groupe que je suis, puis là, je lui ai dit, mais vous autres, vous êtes rendus, c'est eux autres qui est plus vieux, c'est moi qui est le plus jeune à cette heure. Les autres, ils n'aiment pas tellement ça, je les appelle les petits vieux. J'ai 30 ans, moi, à cette heure. En dehors de l'âge et parfois du sexe, les médecins ne révèlent au greffé aucun détail sur le donneur. De son côté, Métro Transplantation informe la famille du donneur que les organes prélevés ont bien servi. La lettre que Carmen a reçue a sensibilisé plusieurs personnes de son entourage. J'ai un compagnon de travail qui a lu la lettre et puis il s'est tout de suite assis, il a sorti son permis de conduire et puis il a signé tout de suite. Ensuite, il a demandé pour avoir une photocopie de la lettre. J'ai acquiescé à cette demande et puis il m'a dit, j'ai dit, tu vas faire la même chose? Il dit, non seulement je vais faire la même chose, mais je vais demander à mes enfants qu'ils fassent la même chose aussi. Depuis 1987, non seulement le permis de conduire, mais aussi la carte d'assurance maladie peut servir de carte de donneur. Le don d'organes, ça ne fait pas mal, mais ça peut faire beaucoup de bien à ceux qui attendent une greffe, comme Philippe. La greffe, pour moi, c'est quasiment sa 2e chance de vivre. C'est pareil comme s'il viendrait au monde une 2e fois. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à quelqu'un. Se donner une chance de vivre en santé, il n'y a rien qui peut remplacer ça, je crois. Récemment, nous avons revu Philippe et sa mère. Malheureusement, Philippe était à l'hôpital. Nous avons voulu savoir ce qui s'était passé depuis le tournage de ce reportage en août 1989. 2 mois après, en octobre 89, Philippe a eu son donneur, il a eu son foie. Le lendemain, Philippe il a eu des complications, il a fait une hémorragie. Donc, il a perdu à ce moment-là. Ses reins ont arrêté de fonctionner. Son état général s'est détérioré. Le vendredi, Philippe est retourné en salle d'opération pour vérifier son foie, aller enlever la partie qui ne marchait plus. Il a passé combien de temps en salle d'opération cette semaine-là? En 1 semaine, il a passé environ 40 heures. Puis le samedi, par miracle, Philippe il a eu un nouveau donneur foie et rein ce coup-là. C'est un vrai miracle parce qu'on avait attendu quand même 9 mois avant. Puis en une semaine, on a eu le 2e donneur idéal. Et maintenant, pourquoi est-il à l'hôpital aujourd'hui? C'est des problèmes, c'est des transaminases, c'est des problèmes de sang qui n'est pas normal. Il cherche toujours la cause. On vient faire des courts séjours depuis ce temps-là. On est venu à tous les mois. Mais on est quand même très chanceux parce que si on n'aurait pas eu de donneur, on ne serait même pas ici aujourd'hui.